Nous ne préparerons pas l'avenir et nous ne serons pas des acteurs utiles pour le monde qui émerge, quel qu'il soit, si nous n'avons pas la capacité à penser autrement. Penser autrement est la condition de la survie de tout système, de tout organisme. Mais pour cela, il faut non pas faire tous les jours des choses autrement. Lorsque pour un sujet connu, vous avez des recettes qui sont connues et dont vous savez qu'elles marchent, il ne faut pas être débile. Appliquer les recettes qui marchent. Mais il faut être en permanence dans cet état d'esprit qui se dise « je dois être prêt à penser autrement et je dois me préparer à penser autrement ». Ça, c'est fondamental parce que si on n'apprend pas au quotidien à penser autrement, ces problèmes que nous ne connaissons pas encore, qu'il nous faudra résoudre dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, nous serons incapables de les résoudre. Pour pouvoir penser autrement, il faut d'abord en permanence être convaincu que la culture est indispensable et qu'il faut sans cesse se cultiver et chercher à se cultiver. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, sans galvauder ce mot, qui est totalement galvaudé aujourd'hui et on raconte n'importe quoi, il faut créer de la diversité, une vraie diversité. Pas la diversité à la noix dont on nous rabat les oreilles tous les jours dans le monde médiatique d'aujourd'hui, mais une vraie diversité, en allant chercher des gens qui véritablement sont différents, viennent d'endroits différents. C'est déjà une question de géographie, c'est aussi une question de parcours, c'est aussi une question de différence d'âge, c'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre en place. Et donc, culture et diversité, c'est fondamental pour être capable de penser autrement. Et il n'y aura pas de construction d'un monde un peu moins mauvais que l'actuel, voire même d'un monde bien meilleur, si on n'est pas capable de penser autrement. Le problème aujourd'hui, sans savoir et distribuer des bons et des mauvais points, mais le problème aujourd'hui, c'est que vous avez un pays qui inscrit son action dans une vision globale du monde, c'est la Chine, et un pays en face qui, aujourd'hui, très clairement, n'a plus qu'une vision ou des visions régionales du monde, ce sont les États-Unis. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, on ne prend pas en compte toutes les choses. Au lieu de se dire, dans une vision globale du monde, c'est pas mal d'avoir la France comme alliée dans le Pacifique. On se dit, dans une vision régionale, où on ne veut développer et défendre que nos intérêts, on se dit, on n'en a rien à... On se moque de la France. Mais c'est... à vision globale du monde, c'est pas très intelligent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, mais vous allez croire que je fais une fixette et que j'en suis obsédé. J'en suis pas obsédé, mais c'est la lecture du monde. C'est un autre exemple du dialogue mélien. Je suis le plus fort, pense oncle Sam, donc je fais ce que je veux. Et quand ma lecture du monde est fausse, pas bonne, en particulier parce qu'elle est régionale et pas globale, eh bien, je fais des erreurs. Et donc, éventuellement, la France ne m'intéresse pas. Et c'est le résultat de ce dialogue mélien qui régit le monde et de cette vision régionale des États-Unis qui, aujourd'hui, font des erreurs parce que, dans l'approche d'une problématique, leur vision n'est pas suffisamment globale et générale, et deux, par là même, ils laissent des espaces lacunaires auxquels ils ne s'intéressent plus et dans lesquels les autres s'engouffrent. Et c'est ce que fait la Chine, c'est ce que fait Erdogan, c'est ce que font tous ces types-là aujourd'hui. Et c'est ce que fait, pour le coup, et là encore, c'est vraiment pas, n'y voyez pas de ma part une défense du pépère, mais c'est ce que fait avec maestria Poutine. Poutine, il y a au moins un truc qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il inscrit sa vision du monde et son action dans la durée, dans une vision globale. Je ne vois pas d'issue pour nous autre que dans une construction intelligente de l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ensuite, à lancer dès maintenant par la France, compte tenu, là aussi, de ce que je disais tout à l'heure, de son rôle particulier, non pas de sa toute-puissance, mais de son rôle particulier, effectivement, et pour la France maintenant et au service de l'Europe dans la durée, bien évidemment, nous avons des grands alliés à trouver, et pour moi, il y a évidemment et clairement l'Inde, il y a évidemment et clairement le Japon. Je pense que il y a pour longtemps encore un nombrilisme anglo-saxon sous la houlette américaine et avec en particulier des Anglais qui, mais pour des tas de mauvaises raisons, n'ont toujours pas compris leurs intérêts européens et ont toujours décidé de jouer, mais sans voir qu'ils n'étaient devenus que la dernière roue du carrosse,
la donne américaine, mais à mon avis à tort. Et à mon avis, ils vont le regretter. C'est évidemment une alliance et une construction enfin plus intelligente et plus efficace de l'Union européenne en se posant les bonnes questions. Les bonnes questions. Et puis, c'est des partenariats intelligents avec des vrais partenaires qui ont tout à craindre de la Chine, d'une part. Donc les Russes. Mais évidemment les Russes. Évidemment les Russes. Je pense que depuis 30 ans, enfin depuis la chute du mur de Berlin, les Occidentaux, mais les Américains le premier, mais les Occidentaux et nous Européens, on aurait pu être un peu plus pertinents, on joue mal la carte russe. Et là encore, c'est des conneries aussi. Et là encore, c'est absolument pas pour créditer Poutine de quoi que ce soit, mais bien sûr qu'on joue mal la carte russe. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur la Chine comme en réaction aux attitudes américaines, mais c'est encore plus vrai pour la Russie et pour les réactions occidentales en général et américaines en particulier. C'est n'importe quoi. Mais de la même manière, l'Iran, regardez ce qui s'est passé. L'Iran, ça se passe mal avec l'Iran. Vous savez depuis quand ça se passe mal? Depuis un discours de Bush, qui les place sur l'axe du mal. Cette fameuse expression l'axe du mal. Vous savez ce qui s'est passé dans cette histoire? Les contrats de Renault. Non, mais même avant ça. Hein, Bush fils prépare son discours sur l'état de l'Union, le grand discours annuel du président américain. Il a tous ses conseillers autour de lui. Pas les meilleurs. En tout cas, ses conseillers. Et certains des meilleurs étaient là, mais ils se sont tus. Et on lit la première copie du discours, et là, les conseillers comme disent « Mr. President, c'est pas assez saignant ». D'où quelqu'un suggère l'histoire de l'axe du mal, tout ça, on met l'Iran. Condoleezza Rice, qui est donc la secrétaire d'État américaine, est là. Elle sait que c'est une énorme bêtise, pour un certain nombre de raisons, qui procèdent de ça, j'en sais rien, j'y étais pas, de son agenda personnel, je ne sais quoi, elle se tait. Elle sait que c'est une bêtise, elle se tait. Et les conseillers comme l'emportent. Ça, c'est une sorte d'écho à votre question tout à l'heure sur les médias. Hein. Les conseillers comme l'emportent. Et donc, Bush fait un discours où il parle de l'axe du mal, où il refoue la Russie, l'Iran et tout ça. Début des emmerdes. Dramatique. C'est dramatique. Vous savez, c'est ce même Bush on lui parle de problématiques au Moyen-Orient et il finit par dire « Attendez, je comprends rien là. Vous me parlez de chiites, de sunnites. Je croyais qu'ils étaient tous musulmans. » Les Arabes. C'est sûr que quand votre lecture du monde... Hein, on revient à la culture que j'évoquais tout à l'heure et à la capacité à penser autrement. Et tout ça, c'est fondamental. Tous les leaders, que ce soit ceux du monde géopolitique ou que ce soit les leaders de la société civile et des entreprises, on ne peut pas être un bon leader si on ne développe pas et on ne cultive pas, c'est le cas de le dire, sa propre culture tous les jours.